Donc maintenant, on va entendre Marion Villès, doctorante en sociologie et qui est chargée de mission senior à la Fondation Médéric Alzheimer. Merci. Donc c'est effectivement aujourd'hui au titre de mon travail à la Fondation Médéric Alzheimer que je prends la parole aujourd'hui. Et en préambule, avant donc de répondre, d'apporter quelques éléments à la question qui nous a été posée pour cette session, je voudrais juste dire quelques mots pour situer un peu mon propos et vous dire quelques mots donc, des méthodes de travail et du sens de notre travail, de notre démarche au pôle initiative locale de la Fondation Médéric Alzheimer. Notre première mission, c'est d'abord d'apporter un soutien financier à des actions en France et à l'étranger, mais au-delà, ou en tout cas à partir de là, notre ambition est bien d'instaurer un dialogue au long cours avec les équipes à travers des moyens divers comme des visites et du temps passé sur le terrain, des groupes de travail, et tout ça pour nous donner les moyens de comprendre au plus près les réalités de terrain pour ensuite partager, faire connaître et valoriser des démarches et des savoirs empiriques d'équipes qui, malgré les contraintes et les difficultés qui ont été évoquées ce matin, persévèrent dans une inventivité, dans une créativité pour toujours mieux accompagner les personnes. Et notre objectif est également d'élaborer des repères pour les pratiques professionnelles. Et je précise d'emblée qu'il ne s'agit surtout pas, bien évidemment, d'ériger des recettes ou des modèles tout faits, mais plutôt des repères dans les questionnements et des démarches, et surtout une ouverture vers d'autres démarches et expériences. Et nous faisons ça notamment à travers des publications. Donc la dernière publication du pôle est le guide repère, dont vous voyez la photo sur la diapo, qui est donc le fruit de cette démarche et qui servira de base à mon propos d'aujourd'hui. Alors, pour répondre à la question qui nous a été posée, je vais centrer mon propos autour de deux défis qui me semblent contenus dans cette question de comment intégrer les personnes à la cité. Alors, je ne vais pas revenir sur les termes intégration ou inclusion, justement. En tout cas, il s'agit bien de poser la question de la place des personnes dans notre société, des personnes malades. Et finalement, au-delà de ça, il a été question ce matin du contrat social et du type de société que nous voulons pour que chacun, les personnes, particulièrement ici, c'est l'objet de la journée, avec des troubles cognitifs, mais que tout le monde finalement trouve une place dans cette société. Donc les deux enjeux, c'est d'abord considérer autrement les personnes malades, c'est-à-dire aller contre la vision négative, déficitaire, encore largement dominante, et l'intervention de Magda Alvoud ce matin insistait beaucoup sur ce point, et leur permettre, deuxième enjeu, d'être partie prenante de la vie sociale, et finalement donc de sortir de l'invisibilité sociale dont elles sont trop souvent l'objet, ou alors aussi sortir de cette survisibilité dont Fabienne Piel nous a parlé tout à l'heure, qui se fait parfois sur un mode qui pose problème et qu'il nous faut interroger. Un mode souvent largement, encore une fois, déficitaire ou négatif. Il me semble qu'en affirmant cela et en tentant d'incarner ces deux défis, nous ne faisons finalement que nous mettre réellement à l'écoute des personnes malades. Encore une fois, Fabienne Piel nous en a... nous a obligés à l'écouter et à l'entendre. Et quelqu'un, donc Michel Frémontier a également cité ce matin, et qu'on cite souvent à la Fondation, Richard Taylor le dit également avec une force et pose parfaitement les enjeux. Je voudrais donc le citer. Il dit « L'objectif des personnes malades et de leurs familles n'est pas de vivre dans un monde sans la maladie d'Alzheimer, mais de vivre des vies pleines, ayant du sens dans un monde avec la maladie d'Alzheimer. » Et il me semble que là, ça nous impose aussi de questionner des termes et un vocable, une sémantique qui circule largement dans la société, comme combattre un fléau, entrer en lutte contre la maladie, etc. Et je pense que là, si on écoute réellement ce que nous dit Richard Taylor, il nous invite à construire un monde avec cette maladie, et à sortir de ce que Daniel Georges, qui était un ancien lauréat de la Fondation Médéric Alzheimer, appelle cette métaphore guerrière qui domine largement la façon dont nous parlons de cette maladie. Donc, par rapport à ces défis, nous avons pu observer un véritable changement de paradigme, certes en marche, mais de plus en plus ancré dans les conceptions et dans les pratiques. Et c'est de cela dont je voudrais rendre compte aujourd'hui en vous présentant brièvement quelques démarches inventives et innovantes
qui émanent particulièrement d'équipes avec lesquelles nous travaillons, dans le sens que je vous ai signalé en introduction de mon intervention. Donc, premier défi, donc, qui est aussi une condition à toute autre chose, consiste à voir la personne, à voir une personne et non un malade. Donc à penser autrement et à regarder autrement la personne pour la reconnaître dans sa singularité. Ce qui veut dire donc de considérer la personne avant la maladie ou avant sa maladie, puisqu'il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas de vécu ni d'évolution univoque dans la maladie, mais qu'elle s'exprime de façon singulière pour chacun. Et surtout de rappeler que la personne donc, ne se réduit pas à ses symptômes. Il faut donc concevoir la personne comme ayant une vie affectée, mais ça je pense qu'il ne faut pas le mettre affectée par la maladie, mais malgré tout pleine, c'est-à-dire une vie non pas diminuée par la maladie, mais plutôt transformée par la maladie, qu'il nous faut alors juger non pas à l'aune des seules pertes, qu'il s'agirait de combler ou de réadapter par rapport à une norme qui viendrait de l'extérieur, mais donc lui permettre de préserver son identité qui est donc sans cesse menacée. Et je voudrais vous citer les propos d'une personne, propos que j'ai trouvés dans un recueil publié à partir d'une consultation qui a été faite aux États-Unis, une consultation de 800 personnes à peu près. Et donc le recueil publié s'appelle Voices, enfin les voix des personnes malades. Et donc une personne malade dit « Je suis Sylvia, j'étais Sylvia avant le diagnostic, je suis toujours Sylvia après le diagnostic, je suis la même personne, traitez-moi de la même façon, incluez-moi dans vos conversations comme vous le faisiez avant ». Il me semble que sur ce point, il est également important de noter que l'expérience des équipes montre qu'il est précieux, pour préserver cette identité, qu'il est précieux de s'appuyer sur le passé de la personne et donc de le connaître. Et là, on a un outil dont on parle beaucoup, c'est le recueil de l'histoire de vie. Mais en même temps, être vigilant à ne pas enfermer la personne dans son passé et l'autoriser à avoir un avenir. Avenir qui peut parfois d'ailleurs être différent du passé qu'on lui connaît. Je prendrai l'exemple d'un exemple qui nous a été rapporté en travaillant avec différentes équipes, l'exemple d'une équipe qui, pensant bien faire, emmenait une dame qui était une ancienne religieuse, emmenait chaque dimanche une ancienne religieuse à la messe, en lui proposant de travailler avec ses habits de religieuse, etc., jusqu'au jour où cette équipe s'est questionnée sur les réactions assez violentes qui, tous les dimanches, s'exprimaient. La personne s'opposait simplement. Et là, l'équipe s'est dit, mais il faudrait peut-être qu'on l'écoute. Et la dame a dit, mais moi, j'en ai assez, je ne veux plus aller à la messe, je veux faire autre chose. Et donc là, c'est un exemple un peu emblématique, mais je pense qu'il dit bien la nature du problème. Alors cette ambition est, comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus incarnée dans les pratiques d'accompagnement et tangible dans la société. D'abord parce ce changement de perspective dont je parlais est inscrit dans la sémantique. On parle moins du malade Alzheimer, mais plutôt d'une personne qui vit avec et malgré la maladie. Donc dans les termes mêmes, ce changement est perceptible. Et puis à un niveau macro-social, d'une certaine façon, on voit aussi beaucoup d'initiatives émerger. Et là, Magda Alvoud nous a beaucoup parlé des travaux de la Fondation Roi-Baudouin qui œuvre beaucoup pour changer la représentation de la maladie. Elle a évoqué le travail fait autour des campagnes de grand public. Et j'évoquerai aussi une brochure que la Fondation Roi-Baudouin a fait paraître, dont l'ambition était justement de porter un autre regard sur la maladie d'Alzheimer et qui, avec beaucoup d'humour, essaie de battre en brèche toutes les certitudes, toutes les fausses certitudes que l'on a sur cette maladie, avec l'idée de ils ne sont plus capables, etc. Et cette brochure vient contredire tout ça avec beaucoup d'humour, par ailleurs. Et au niveau des démarches d'accompagnement, on peut voir que certaines et de plus en plus visent à créer un cadre favorable à l'expression des personnes malades, de leurs souhaits, de leurs désirs et aussi de leurs refus. Le refus étant un mode important de participation aussi à la vie, à sa propre vie. Et donc, l'initiative qui crée un climat de confiance propice ce qui lui seul permet d'éviter le repli sur soi.
et qui permet aux personnes d'oser prendre la parole publiquement. Je prendrai donc l'exemple d'une équipe qui a su entendre le désir d'une participante, donc une équipe qui organise de façon hebdomadaire un atelier itinérant auquel participent différentes personnes malades. Et donc l'équipe a su entendre le désir d'une participante d'écrire et de retracer les mémoires de ce groupe. Et c'est ainsi qu'est née la brochure qui s'appelle Les Chroniques du mercredi, donc les chroniques de cet atelier. Et pendant plus de 7 ans, une personne malade, avec l'aide de l'animatrice et de sa petite fille, a écrit les mémoires de ce groupe. Et dans la préface de ces chroniques, la personne malade, en l'occurrence, écrit « Certains pourront s'étonner qu'après 7 ans d'Alzheimer, j'ai réussi à écrire seul un livre, mais la tâche fut extrêmement difficile dans cette condition particulière. » Et à la fin de la brochure, elle explique que maintenant, bien trop fatiguée, elle est obligée à regret de ne plus rédiger les chroniques et qu'elle espère qu'un autre participant prendra le relais. Et là, moi, ce qui me frappe dans cet exemple, c'est bien la capacité, quand on en crée les conditions, des personnes de s'auto-déterminer et de décider de ce qu'elles peuvent faire. Et Fabienne Piel, quand elle nous expliquait ce matin qu'elle a décidé à un moment donné de faire de la moto, puis pendant un temps d'arrêter, parle également de cette idée. Et ce qui me semble également intéressant dans cet exemple, c'est qu'au-delà de la prise de parole et de la reconnaissance de la valeur de cette parole et du simple témoignage ou du recueil de cette parole, ce qui est déjà énorme, cette démarche montre comment concrètement des gens, en l'occurrence ici les professionnels, croient en la capacité des personnes, entendent leur lucidité et leur permettent de tenir un rôle en l'occurrence auquel elles tiennent, le rôle de tracer, de laisser une trace de ce qui se passe avec les amis de cet atelier. Et il me semble que par rapport à notre question de l'intégration des personnes dans la société, c'est un élément très important. Alors j'en viens maintenant au deuxième enjeu que j'évoquais tout à l'heure, qui consiste à favoriser les liens, sans bien sûr enjoindre à cela, ni sans aseptiser la vie. Il ne s'agit pas de gommer toute aspérité ou tout conflit ou tout désaccord. Il en a été également ce matin, il y a des désaccords qui font partie de la vie. Et donc favoriser la participation sociale des personnes. Et je vais présenter différentes sphères que les professionnels investissent pour répondre à ces enjeux. La première sphère étant la sphère familiale. De plus en plus donc, d'intervenants, professionnels ou bénévoles, se donnent comme objectif d'aider la personne à rester partie prenante de la vie de sa famille et actrice de cette vie familiale, en considérant par ailleurs l'ensemble des générations qui la composent. Et on parlait tout à l'heure de système familial, et il s'agit bien de ça, de prendre en compte toute une configuration, les plus petits, les plus âgés. Et donc de favoriser l'émergence, de nouer ou de renouer des liens sur d'autres bases que la seule relation d'aide, et en prenant aussi parfois un peu de distance par rapport à la maladie. Donc on a pu repérer de nombreuses initiatives qui s'attellent à cette question. J'évoquerai quelques-unes d'entre elles. Beaucoup, en fait, s'attachaient à la question des repas. Il en a été aussi question tout à l'heure, la question de l'alimentation et des repas, et proposer aux personnes malades d'organiser des repas de famille au sein de l'établissement. C'est le cas à l'établissement de Marle, où le chef cuisinier et d'autres membres de l'équipe ont décidé de proposer ça aux personnes qui le souhaitaient. Donc d'inviter leurs proches en aménageant un cadre spécifique pour cela, et aussi en ayant l'attitude qu'il faut, c'est-à-dire en se mettant un peu en retrait, en lâchant prise pour que la famille puisse vivre sa vie indépendamment de l'institution. Il me semble que ce type d'initiative est tout à fait précieux, car elle permet aussi aux personnes malades de redevenir les hôtes de leur famille et de faire acte d'hospitalité au sein en l'occurrence d'un établissement, ce qui est par ailleurs d'autant plus compliqué. Et donc dans le livre d'or de la maison de retraite en question, on pouvait lire « Merci de nous avoir réservé ce moment d'intimité, et surtout, merci maman ». Et voilà, un fils qui remerciait sa mère de l'avoir invité pour un repas partagé en famille. Alors d'autres supports également que mobilisent les équipes pour permettre à cette vie familiale d'avoir lieu, c'est la question des jardins en l'occurrence.
utilisé ici comme support. Alors mon objectif n'est pas du tout de vous dire que voilà, les jardins c'est la recette à tout, et bien évidemment. Les jardins ont plein de vertus, mais je voudrais surtout souligner la façon dont ils peuvent faciliter la présence de tous au sein d'un établissement, et là je pense particulièrement aux plus petits, même si en même temps rien n'est acquis. L'équipe du CHU de Nancy, avec laquelle nous travaillons beaucoup sur ces questions, nous a dit à quel point il avait été difficile de faire comprendre aux familles qu'elles pouvaient amener un enfant dans l'hôpital. Et donc l'équipe a élaboré une brochure à destination des enfants qui s'appelle « As-tu visité le jardin de l'hôpital ?» pour ancrer ça dans les mœurs. Et un autre établissement également, la résidence de la Cadène à Toulouse, a développé un jardin donc, qui peut être utilisé par les personnes à travers des activités organisées, des ateliers, etc. Mais aussi l'objectif, c'est que les gens se l'approprient et en aient un usage, pour reprendre les termes de Colette Hénard tout à l'heure, un usage tout à fait libre et quasiment, là encore une fois, qui échappe un peu à l'institution. Et donc l'équipe de la Cadène a aménagé le jardin avec des espaces collectifs et avec des espaces privatifs. Et vous voyez sur la photo ce bac à hauteur qui, en fait, c'est un bac à hauteur, par ailleurs, et un bac par famille. Et la famille peut planter ce qu'elle veut, c'est le bac de la famille. Et voilà, donc pour certains, je suis allée voir, pour certains c'est les plantes aromatiques, pour d'autres les potagers, enfin bon, bref, toute une série de choses. Donc la famille peut se reconstruire un petit espace propre. Et donc là, les témoignages que nous avons pu avoir sont variés, mais l'une des vertus, c'est également que les enfants, notamment, peuvent aller dans ces établissements et en repartir avec l'idée que ce ne sont plus des lieux bizarres. Ça contribue aussi à casser l'image négative qui colle aux établissements et à en faire des lieux qui peuvent être familiers, agréables et qui peuvent investir. Alors, deuxième sphère que je voudrais évoquer, c'est comment on peut permettre à la personne qui vit chez elle ou en établissement, depuis son logement, de rester en interaction avec son environnement direct. Alors, à partir du domicile, rester en interaction avec son environnement direct, ça veut dire pouvoir recevoir chez soi, là encore, pouvoir être l'hôte de sa famille ou de voisins, de bénévoles, recevoir la visite de bénévoles. En septembre, nous avons fait un colloque sur la question du bénévolat où une personne était venue de Cologne. Et à Cologne, ils organisent des visites qu'un bénévole et un chien formés spécifiquement. Le duo est formé, en fait, le bénévole et le chien, pour pouvoir aller visiter des personnes malades qui vivent chez elles et partager des moments agréables. Donc c'est recevoir chez soi, mais c'est aussi sortir de chez soi. Et alors là, il y a toute une série d'initiatives intéressantes qui permettent aux personnes d'aller au marché, de faire leurs courses, de boire une bière, d'aller au bistrot, d'acheter des choses au marché pour ensuite pouvoir les consommer, les préparer, etc. Et c'est aussi, c'est aussi avoir accès à des lieux d'accueil, par exemple des accueils de jour, mais qui soient des lieux banalisés dans la ville. Et je prenais l'exemple là sur la diapo d'un accueil de jour à Singapour qui est localisé au plein cœur d'un centre commercial et où du coup les activités sont toutes trouvées, les personnes sont dans la vie, les gens voient les personnes de l'accueil de jour vivre là parmi elles et tout le monde vit côte à côte et ensemble. Ça me semblait important. Il me semble que ça contribue vraiment à créer un environnement adapté et à permettre aux personnes de se réapproprier des lieux non stigmatisés et donc non stigmatisants. Alors sur la question donc, des établissements, il y aurait beaucoup à dire sur l'inventivité des professionnels pour susciter, protéger les liens, articuler vie commune, vie collective et vie privée dans les établissements, pour répondre à cette question, à cette tension dont il a été question dans l'intervention de Bernard Hennuy et de Colette Hénard tout à l'heure, sur le spécifique et l'universel, le particulier, le générique. Mais ce que je voudrais évoquer ici, c'est plutôt comment certaines équipes développent des projets ouverts sur l'extérieur et en lien avec les autres acteurs du territoire, et ce faisant, elles aussi contribuent à lutter contre l'image négative
largement rattachés aux maisons de retraite. Et en prenant l'exemple de cet établissement de Wijngaert, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas établissement en Belgique, à Louvain, qui, à l'occasion du déménagement en fait, et d'une reconstruction des locaux dans un quartier autre, a profité pour sensibiliser le voisinage. Et donc ça dès la construction, dès le chantier, et même quasiment avant, puisque l'équipe a organisé des réunions publiques pour présenter les plans de la maison de retraite, pour expliquer ce que c'était un établissement, ce qu'était la maladie. Et l'ambition du directeur était, comme il nous l'a expliqué quand nous sommes allés le rencontrer, de faire comprendre le monde d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, puisqu'en l'occurrence, c'est un établissement qui n'accueille que des personnes malades. Et donc, il y a eu toute une série de travaux, de démarches pour que l'établissement lui-même soit intégré dans la vie du quartier et que les personnes soient sensibles, le voisinage soit aussi sensible au fait que les personnes, éventuellement, sortiraient dans le quartier et que si elles ont l'air un peu égarées ou perdues, on peut alors aller les ramener, les reconduire dans l'établissement. L'idée étant donc de faire tomber ce que le directeur appelait le mur virtuel entre la maison de retraite et la communauté locale. Et ce qui est également intéressant dans cet établissement, c'est qu'il s'agit aussi de faire rentrer le quartier dans l'établissement et les personnes du quartier dans l'établissement, puisqu'il y a une salle un peu de balnéo, ou je ne sais pas exactement, je ne suis pas entrée, mais une salle de balnéo qui est aussi accessible aux personnes du quartier qui, quand elles veulent, peuvent aller utiliser les infrastructures de l'établissement. Il y a un bistrot tout à fait sympathique dans lequel viennent à la fois des résidents et des personnes du quartier. Alors, en élargissant un peu les choses et pour arriver vers la fin de mon intervention, je voudrais revenir sur donc les initiatives que Magda Alvoet a évoquées tout à l'heure et que Élodie Lys réévoquait également. La question de comment on peut construire des villes. Alors, en Belgique, le vocable, c'est « ville Alzheimer admis ». En fait, c'est une initiative qui vient d'Allemagne et qui a été reprise par la Fondation Roi Baudouin et dont nous nous sommes emparés également, nous, à la Fondation Médéric Alzheimer, en nous associant notamment à la Fondation Robert Bosch, Roi Baudouin et à une autre fondation, pour travailler sur cette question de comment on peut créer des communautés accueillantes et bienveillantes pour tous. Donc je ne reviens pas sur les objectifs de ces villes amies. Magda Alvoet en a parlé, l'idée étant que la société civile aussi se transforme pour accueillir les personnes. Et par contre, je reprendrai effectivement l'histoire que vous aviez évoquée tout à l'heure du logo, du label en fait, ce qui est plus qu'un logo, qui est un label que vous voyez ici. Et ça, c'est l'équipe de Bruges. C'est un centre d'expertise spécialisé dans la démence, puisque c'est le terme là-bas, qui porte en fait cette initiative pour la ville de Bruges et qui a repris cette symbolique du nœud au mouchoir que l'on fait pour ne pas oublier une chose et qui en a fait d'abord un logo et finalement c'est devenu un label qu'effectivement ceux qui le souhaitent, les commerçants, les hôteliers, enfin qui le veut, peut solliciter, à condition bien évidemment d'entrer dans la charte et dans les ambitions et la poser sur la devanture du magasin du restaurant, ce qui fait qu'on sait en toute discrétion qu'ici, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs proches pourront trouver une attention, une bienveillance toute particulière. Alors pour conclure, il me semble que les démarches que j'ai évoquées ici très rapidement, largement portées donc par des professionnels et des bénévoles, font la démonstration des possibles et ouvrent des voies nouvelles pour créer un environnement humain et physique attentif et bienveillant pour les personnes malades. Et il me semble que ce faisant, les équipes en question développent un véritable art de faire, bien entendu art de faire en étant considéré comme une pensée en acte, qui requiert un art de l'équilibre, du réajustement, du pragmatisme et de l'observation. Vous en parliez tout à l'heure, Madame de Sana, qui me semble tout à fait admirable, mais qui pour autant doit trouver un relais dans la société civile, car les efforts des professionnels, des bénévoles seraient vains et les personnes s'essouffleraient s'il n'y avait pas un relais et une implication de tous de la société civile. Et je terminerai juste en citant Françoise Héritier qui a eu la gentillesse de faire la préface du guide repère que j'évoquais tout à l'heure et qui dit « Tant d'ingéniosité, d'humilité, de vigilance, de tendresse humaine nous permettent d'espérer, non de vaincre rapidement ce fléau,
mais d'apprendre tous autant que nous sommes, impliqués à divers titres, à vivre avec lui le plus sereinement possible. Je vous remercie.